Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, ouais, l'Atelier Librairie. Bienvenue dans les catacombes de l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 18 janvier 2023. Les catacombes ici ne sont pas animées par Fabienne Rock, mais ils ne sont pas non plus animés par moi, car il y règne un tel désordre, c'est inimaginable. Ce qui devait être un entrepôt temporaire, le temps de classer tout ça, est devenu un entrepôt endémique. Et nous nous approchons du moment où cet espace de plusieurs mètres carrés sera totalement investi par les cartons de livres. Et on ne pourra plus en déposer un seul. Et voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous faire, comme je n'ai rien à vous dire, alors la stratégie, quand je n'ai rien à dire, c'est simple. Je descends dans les catacombes. Les catacombes qui ne sont pas un lieu de recueillement, ni un endroit où on attend des jours meilleurs, ou où on attend la parousie. C'est plutôt un endroit où je fuis la réalité, mais cette réalité me rattrape quand je constate l'extrême bordel de papier qui règne ici. Et c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer trois choses. D'abord, sous vos yeux médusés, je vais ouvrir un carton de livre qui est là, ici. C'est marqué « roman » dessus. Je sais que lorsque j'ai déménagé ma bibliothèque personnelle en août 2017, ça va faire 5 ans et demi, eh bien, je me donnais à l'époque quelques mois pour enfin mettre de l'ordre. 5 ans et demi plus tard, l'ordre n'est toujours pas fait, ça s'est même aggravé. Et j'aurais envie de dire, il faut se méfier. Il faut se méfier des choses... il faut se méfier des choses temporaires. Elles peuvent devenir définitives. Et on n'y prend pas garde et finalement la vie nous emporte et ça sera quelqu'un d'autre qui va venir mettre de l'ordre. J'ai vu ça beaucoup dans ma pratique de libraire. Mais je veux vous montrer une chose. Une deuxième, et après je vais déballer, à l'instar de Benjamin, je vais déballer un carton de la bibliothèque. Mais aujourd'hui, j'ai pris journée de congé. Fabienne elle m'a dit, Bruno, il faut que tu ailles prendre de l'air, il faut que tu ailles t'oxygéner l'esprit. On a travaillé très très fort en 2022. Alors je suis allé me balader et, fidèle à mon habitude, je suis allé où? Je suis allé dans une librairie. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui dans cette librairie. Quelque chose d'incroyable qui n'intéresse personne. Ça, c'est vraiment incroyable. J'ai trouvé un livre que je cherchais depuis 1986 ou 87. J'ai même à l'époque, au début de l'an 2000, lors d'un voyage fait à Paris, j'ai écumé un nombre invraisemblable de librairies dans l'espoir de trouver ce livre. J'ai écrit à l'éditeur dans l'espoir de trouver le livre. Et franchement, je ne l'ai jamais vu apparaître sur les réseaux. Je ne l'ai jamais vu, en fait, ce livre. Et c'est pas tellement un livre rare. C'est un livre qui intéresse vraisemblablement assez peu de gens. Je vais vous le montrer. Et puis, c'est assez étonnant parce que ça coïncide avec une vidéo faite il y a quelques jours à peine, une semaine ou deux, consacrée à Marie-Madeleine Davy, le livre d'Armel Dutruc. Et c'est justement Le berger du soleil de Marie-Madeleine Davy. J'ai cherché ce livre-là pendant 26, 27 ans. Et en fait, c'est le livre que j'ai le plus cherché dans ma vie. Le berger du soleil. Quel lieu ici pour fêter cette acquisition. Alors, je l'ai payé, évidemment, un prix ridicule.
Alors, sortant de la librairie, tout à fait étonné, médusé, quand j'ai vu, je me suis même arrêté pendant quelques secondes en me disant, non, je ne rêve pas. Voici ce livre que je cherche depuis plus d'un quart de siècle. Un quart de siècle de quête, de recherche. Mais en fait, je ne cherchais plus, faut dire le vrai. Vous allez me dire, ah oui, c'est ça, on trouve quand on ne cherche plus. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Je ne suis pas d'accord. Puis de toute façon, regardez, si on trouve quand on ne cherche plus, il faut d'abord avoir beaucoup cherché pour cesser de chercher. Alors, et si on se met tout de suite en disponibilité de non-recherche, on ne trouve plus jamais rien. Et ça, c'est le danger. Que l'on cherche, que l'on cherche, que l'on cherche, que l'on cherche sans arrêt, et puis qu'à un moment donné, on arrête de chercher, quelque chose peut surgir. On a labouré, j'aurais envie de dire, les terres du désir. Mais lorsqu'on réussit le tour de force à se dépouiller de toute forme de désir, eh bien, je crois qu'on arrive à ce funeste résultat qui est rien du tout. Je comprends que vient un moment où il faut se dépouiller. Mais il ne faut pas se dépouiller trop vite, car on pourrait y perdre des morceaux de peau, des lambeaux de peau, des organes qui nous sont nécessaires pour continuer d'avancer. La mortification ne doit pas venir trop vite, ou le détachement ne doit pas venir trop vite. Alors donc, sortant de la librairie en question, une librairie sur l'avenue Mont-Royal, je l'ai ouvert et j'ai constaté que le livre était autographié. Le libraire ne s'était même pas donné la peine de marquer sur la page de garde que l'ouvrage était autographié, jugeant sans doute que ça n'avait aucune importance. Je n'arrive pas à lire le nom du destinataire et j'ai de la difficulté à lire également la date où a été faite l'autographe. Alors voilà, c'était le... Alors ce qu'on y lit en quatrième de couverture, dans un commentaire de la phrase d'Échille concernant Prométhée, « Il est bon d'aimer au point de paraître fou. » Simone Veil ajoute, « La folie d'amour, quand elle a saisi un être humain, transforme complètement les modalités de l'action et de la pensée. Elle est apparentée à la folie de Dieu. » L'abbé Ludovic et son ami le docteur Charvet, qui se dit athée, sont possédés par un tel amour. Une semblable vocation condamne à une solitude absolue, car l'amour n'est pas aimé. La plupart des hommes sont inaccessibles aux vraies valeurs spirituelles. D'autres, parmi ceux qui font profession de les enseigner, mélangent parfois l'esprit et la lettre, ou camouflent sous ce revêtement leur impuissance et leur pharisaïsme. Un drame de conscience placera l'abbé Ludovic face à face avec son propre destin. À travers des dépouillements successifs, tout en demeurant fidèle à son expérience personnelle, il renoncera à ce qui est pour lui essentiel, orienter les êtres vers la lumière. Répondant simplement à la fin des hommes, il choisira les humbles et les persécutés. Homme de lumière, fils du soleil, il en deviendra le berger. Alors, l'ouvrage a été publié en 1965. Avec cette citation en exergue, « Il est bon d'aimer au point de paraître fou. » Échille. Le deuxième ouvrage que j'ai trouvé à un prix encore plus ridicule, $1,
C'est une sorte de biographie, d'étude sur le poète et imprimeur Bruno Durocher. Poète et imprimeur qui a publié d'ailleurs dont le nom, le vrai nom, et en fait il est d'origine polonaise, Bruno Durocher. Et, et donc il avait une maison d'édition, qui je présume existe peut-être encore, et une imprimerie où il imprimait à Paris les brochures poétiques. Et si ma mémoire est bonne, c'était près de la rue, près de la Mouffetard. Et l'étonnant, j'avais été très étonné, en fait, j'avais découvert au détour d'une de ces balades qui sont si agréables dans Paris, j'avais découvert ce lieu de caractère. Et ce qui m'avait beaucoup, beaucoup étonné, et pour moi, c'était ça et la librairie Le Pont Traversé, ou la librairie moderne sur la rue ici, J. Lecœur, dans un fouillis indescriptible. C'était un de ces endroits magiques, en fait, pour moi, que Paris, euh, que Paris pouvait encore s'offrir il y a 25 ans. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la financiarisation du monde, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus difficile d'offrir des lieux pareils, des lieux incongrus, des lieux hors du temps. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. C'est la tâche à laquelle nous sommes assignés, Fabienne et moi, de non pas de résister, c'est un mot que j'apprécie, que je n'apprécie guère, surtout par les temps qui courent. Je préfère quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, grandiose et ridicule, un phare dans la nuit. Alors oui, donc Bruno Durocher et sa maison d'édition, imprimerie, caractère, au pluriel, eh bien la dame qui nous a accueillis, eh bien, d'origine japonaise, ne parlait ni français, ni anglais. Alors pour moi, ça, c'était le comble de l'incongruité. Tenir échoppe en ne parlant aucune des deux langues avec l'espagnol les plus importantes. Du monde occidental, ça me semblait une parfaite hérésie, mais ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Alors oui, c'est une sorte de biographie qui raconte à la fois comment Bruno Durocher il y a un passage ici a fondé sa maison d'édition, son rapport à la poésie, son rapport à l'écriture. J'ai oublié un petit passage glané au hasard. En 1951, alors que se déchaîne la guerre de Corée, opposant sous le couvert d'idéaux inconjugables les loups entre eux à coups de canon et renforts de mort innocente, Bruno Durocher publie La forme du jour, et d'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage, La forme du jour, qui dévoile un panorama magique de son expérience de violence et d'apocalypse, tranché par de brusques douceurs, expérience continuellement renouvelée, parfois terre à terre, mais filtrée à miniaturiser des thèmes magistraux qui n'excluent pas le fait divers, avec la même fraîcheur d'âme et la même conscience linéaire veillant sans cesse sur la vie et sur la poésie. Dorénavant, il y a un contrat tacite entre le poète et les étoiles embarquées, et il n'est plus possible d'en négliger les canons si l'on veut remonter aux sources de l'inspiration. La nuit meurt de chagrin, car cette femme réveille l'aube de son rire. Alors je retrouve son corps, je bois son odeur, je voyage à travers tous les plaisirs et toutes les musiques, et je n'existe plus.
Le mouvement enlève ma conscience. Mes bras noyés dans la nuit rouge qui s'en va. Le matin se lève comme un cri désespéré. Où est mon amour? Mon amour qui vivait dans la nuit. Ah oui, ça va être très intéressant. Ah oui. Ah ben voilà, encore un autre livre. Il y a déjà la pile, je vous ai montré il y a quelques jours. Eh ben voilà, c'est comme ça que d'autres ouvrages réussissent à se glisser, à prendre le dessus sur la pile. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer la fameuse boîte. J'ignore totalement ce que cette boîte contient. Je vais vous en montrer une quinzaine. Tenez. Oh. Alors voilà. 40 poèmes mystiques de Christian Morgenstern. Alors, qui est ce Christian Morgenstern? Les poèmes aux éditions Triade. 40 poèmes. Le message mystique de Christian Morgenstern pour le centenaire de naissance du poète, 1871-1914. Ouais. Oui, ça semble être dans Poétique Triade, ça semble être dans la mouvance, c'est un poète allemand, vraisemblablement, et ça semble être dans la mouvance de Rudolf Steiner. Mini-Brix réacté, Lucien Francoeur. Aux éditions de l'Hexagone. Pouchkine. Eugène Onegin, la traduction bilingue. Évidemment pas celle de Markovitz. En ce moment, une boîte consacrée à la poésie. Ah ben oui, ça c'est très important. Benjamin Fondane. Faux traité d'esthétique. Ah ça, c'est incroyable. Immortalité et réincarnation d'Alexandra David Néel. Cahiers du Sud, l'expérience des novicimi. On y retrouve entre autres un texte de Jean Kelevitch sur le diurne et le nocturne chez Jean Cassou et un poème de Guy Vic et aussi ouais. Alors, ce sont des poètes italiens. De l'errance ordinaire. Mircea Eliade, la nuit bengali. Strophe et catastrophe de François Hertel. Jean Brun, ah, ça aussi c'est important. Les masques du désir. Ah voilà, le désir n'est jamais bien loin. Désir et technique. Désir et technique. L'ombre des automates. Les trans techniques.
Léon Blois, l'édition du centenaire. Ah oui, ça c'est bien, c'est très très bien. Pierre-Albert Jourdan, L'Angle mort aux éditions Une. Alors, avec une préface de Philippe Jacotet. Ah oui, oui, oui. Franchement, ce carton-là est très intéressant. Claudine Elft, Métamorphose de l'ombre. Le Kama Sutra. Bon, on connaît tout ça. 8 questions de poétique de Jacobson. Vénus Corrigata, un faux pas du soleil. François Hertel à nouveau, autographié. Ah oui. Notre-Dame de la Couronne par Gustave Lanctot. Notre-Dame du Pain par Rina Lanier. Tenez, une de mes poètes préférés. Rex Desmarchais, initiatrice. Œuvre priapique. Yvon Lemans, en espoir de cause, avec une préface de Jean Malrieux, poète que j'aime beaucoup. Ici, on m'a envoyé ça, je ne sais pas qui, je n'arrive pas à reconnaître l'auteur. Voici un petit quelque chose recommandé par Pierrette en guise de remerciement à toute l'attention que vous portez à mon égard. Merci beaucoup pour tout. PS, même si ce livre peut vous déplaire, je vous demande de le lire au complet, à votre rythme. Gaston Gouin. Alors, je ne me souviens absolument pas de qui m'a envoyé ça. Alphonse Piché, Balade. Peter Eltenberg, Esquisse viennoise. Jean d'Encausse, La philosophie de l'éveil. La fin du jour de Daniel Guénette, qui est un de mes contacts Facebook. Encore la revue Sud, Bernard Riglich, prix Jean Malrieux, 1986. Poème de la Presqu'île, Michel Deguy. Très intéressant ça. Jacques Gauthier, La joie blessée. Mika Valtari, Sinoué l'Égyptien. L'Ange noir. Les contes et nouvelles d'Oscar Wilde. Va jouer avec cette poussière d'Henri Monterland. Les carnets. Sont bons les carnets de Monterland. Encore François Hertel, encore autographié. L'Arbre blanc, Rina Lanier. Jean Corroy, un livre sur Saint-Denis-Garneau. C'est amusant de faire ça, hein? Ah oui, ça m'avait beaucoup plu aussi. De Gilles Farcet, j'ai pratiquement tout lu les livres de Gilles Farcet. Allen Ginsberg, poète et Bodhisattva Beat. Ça m'avait beaucoup plu. Pierre-Jean Jouve,
Madame de Sivigné, un choix de lait. Françoise Sagan, avec mon meilleur souvenir. Françoise Jacquimot, Les chevaux des Scythes. Ah, ça c'est très curieux. Je vais regarder ça pour la fin. Abélard, Lamentation, la correspondance avec Héloïse. Ben, franchement, c'est une boîte très intéressante. Mais qui mérite quand même un certain élagage. Et je vais ramener à l'air libre de Guy Benjamin Fondane et probablement tous les autres, ou presque, je vais les proposer à la vente. Mais celui-ci, c'est très curieux, je m'approche. Alors c'est le livre fou. C'est un livre, en fait, fondé, le livre fou, et puis, tenez, c'est sur le Québec. C'est sur le FLQ, entre autres, Alain Cognard. Et derrière, SOS FLQ. Alors, sans doute, j'ai l'impression que peut-être quelques-uns vont réagir à ça. Et assurément, c'est drôle le livre fou. J'avais l'impression que c'était fondé par Georges Lapassade. Très curieux, j'arrive pas à... Lorsqu'on y lit, la maturité est un masque. En France, c'est français, c'est ça qui est très étrange. En France, nous ne connaissons généralement la culture parallèle, la contre-culture si vous préférez, par la diffusion de son support anglo-saxon, musique, revues, livres, journaux, jeunes voyageurs. Il n'y a pas véritablement reprise et intégration dans notre vieille culture de ces nouvelles formes culturelles. Un hippie français paraît toujours quelque peu déguisé dans un habit d'emprunt. Le Québec francophone a intégré au contraire cette culture made in USA. Il l'a intégrée en la modifiant, en lui faisant exprimer ses problèmes de société colonisée. C'est pourquoi le Québec d'aujourd'hui représente, dans la contestation internationale, une expérience unique. On ne trouverait pas en France son équivalent culturel, sinon sous des formes imitées ou embryonnaires. Ouais, ben c'est ça, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est une revue parisienne consacrée au Québec. Et ça a été publié, doit être 70, 71 à peu près. 71, le premier trimestre 71. Ben oui, c'est une revue française. Et à mon avis, fondée par Georges Lapassade, si ma mémoire est bonne. Alors voilà. Et ça, ben, je suis certain que peut-être une ou deux personnes vont peut-être réagir à ceci. Alors, j'éteins tout.
Et voilà. Et la ténèbre fut. Et je vous dis simplement à demain pour de nouvelles aventures, en espérant être plus en forme, espérant... Ouais, allez, est-ce que je vais faire un petit... voilà. Que vous puissiez mesurer l'étendue des dégâts. Ah, moi, je trouve ça absolument épouvantable. Sans doute vous aussi. Ben oui, c'est ça. Faut pas se targuer d'avoir un inventaire si considérable. Au niveau gestion d'entreprise, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. On n'est pas dans un truc de flux tendu, hein? Vous imaginez bien. Les flux tendus, c'est pas ça. À demain.